5 des plus grands experts mondiaux encore vivants et en pleine forme. Voilà. Christian Poignot, qui est le cofondateur et président de Micropole, Franck Guéguin, qui est PDG du Club Gym, Stéphane Lafarge, directeur général de Steelcase, Jordan Belfond, qui est président d'édition de l'Archipel, et puis le dynamique Emmanuel Mignot, qui est le président de Télétech International. Donc, chacun va parler successivement 8 minutes, 9, et après on aura même des questions-réponses ensemble. Emmanuel, un petit mot peut-être sur ton entreprise, et puis ensuite en quoi cette problématique d'une entreprise doit-elle être aimée te concerne? Très bien, bonjour, merci d'être aussi nombreux ce soir. Très heureux de vous recevoir et surtout pour échanger sur un thème aussi passionnant que l'amour, hein. C'est très beau. Et pourquoi est-ce que nous on s'intéresse à ce sujet de la relation affective entre la marque et les consommateurs? C'est parce que ça nous semble être un point essentiel, que cet attachement à la marque, je vais revenir plus en détail, elle est vraiment, c'est notre mission, c'est qu'on doit, en théorie, on répond aux questions des consommateurs dans les centres de relations clients. En réalité, notre mission, la mission pour laquelle les clients que vous êtes parfois nous payent, c'est pour prendre en charge les attentes de consommateurs. Et donc c'est pas uniquement apporter des réponses, c'est réellement créer une relation durable qui crée la confiance et qui crée un engagement du consommateur. Et c'est vraiment l'objectif des marques pour durer. Voilà. Alors continue, ça y est. Bon, je vais rentrer tout de suite dans le but du sujet, ça sera plus simple. Si après on pourra échanger, on aura l'occasion sur qui est Télétech et ce qu'on fait depuis longtemps. Enfin, on est un des premiers acteurs à s'être lancé dans la relation client dans les centres d'appel en France. On a été les premiers à s'implanter en milieu rural. On est aussi les premiers à tenter une rupture dans un métier qui a une vingtaine d'années maintenant, pour justement essayer de rompre l'image que ce métier peut avoir partout, véhiculée souvent par la presse, par les médias. Évidemment, ce sont les nouvelles usines des temps modernes. Et donc on a envie de démontrer qu'en partant d'un beau concept qui est rendre service à des consommateurs qui ont des difficultés, on ne devrait pas en être arrivé à un endroit où il fait très mal vivre et où on est maltraité. Au contraire, c'est un beau métier de rendre service et on a envie de lui rendre toute sa noblesse. Voilà. Donc, le corollaire, c'est de parler, grâce à Alain ce soir avec vous, de cette question qui est celle de est-ce qu'une marque, est-ce qu'une entreprise doit être aimée? On pourrait déjà s'étonner de se poser la question. Mais pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? C'est parce que justement, la plupart des marques ne se la posent pas. Ce n'est pas la manière de raisonner. On exerce un métier, on met sur le marché des offres de produits ou de services, ça trouve un débouché, on fait du marketing, on regarde qui peut acheter, quelle est la part de marché potentielle, on développe, on optimise après ses coûts, mais à aucun moment on se pose cette question en disant est-ce que, in fine, il est important d'être aimé. Donc c'est la raison aussi qui fait que souvent les marques ne le sont pas. On s'en retrouve très souvent avec des entreprises dont la réputation est d'offrir un service, on l'achète pour son prix qui est très bas, qui est très compétitif, mais de là à dire qu'on a un attachement à cette entreprise, c'est finalement assez rare. Donc voilà pourquoi il faut essayer au contraire de se poser la question, de se dire est-ce que c'est important, est-ce qu'une entreprise peut très bien se développer, réussir, s'enrichir, enrichir ses actionnaires, tout en étant très peu aimé. Finalement, sans doute, c'est possible. Est-ce que ça le sera encore dans le futur? C'est pas gagné. Alors, l'autre point, c'est ce que disait d'ailleurs assez étonnamment dans un autre domaine François Mitterrand, il disait pour être aimé, il faut être aimable. Alors, ça paraît être une évidence, mais en quoi ça consiste d'être aimable et à quelles conditions l'est-on? Est-ce qu'on peut décider d'être aimable? Est-ce que c'est juste une décision à prendre et après c'est bon, les gens vous aiment? Alors, probablement pas. Pour être aimable, je vous donne quelques pistes. On propose des expériences agréables. On parle beaucoup aujourd'hui d'expérience client. Proposer des expériences agréables, valoriser son utilisateur, rendre un vrai service, anticiper ses attentes, montrer qu'on s'intéresse à lui, à ce client, avoir des gestes de prévenance et surtout des gestes auxquels il ne s'attend pas, créer la surprise. Et donc, à l'inverse, à contrario, on pourrait dire qu'il faut éviter les réactions mesquines. Par exemple, tu n'as pas bien lu les conditions générales, et bien tant pis pour toi. Ou tu n'as pas utilisé tes points dans les délais, tant pis, ils sont perdus. Ce qui se passe plus souvent qu'on peut imaginer. Et
rechercher systématiquement comment donner la priorité aux contraintes du client par rapport à ses propres contraintes. Alors, il ne s'agit pas de perdre sa chemise pour faire plaisir à son client, mais il s'agit, dans l'ordre des priorités, de dire je vais d'abord m'assurer que je vais bien lever les contraintes pour mon client, et après ça, optimiser cette mécanique, parce que c'est ça qui va me faire gagner. Alors l'idée, c'est pas forcément de tout faire à la fois, mais je vous donne un exemple. Qui d'entre vous n'a pas, si vous avez une résidence secondaire, c'est entendu dire que ah non, on ne relève pas les compteurs le samedi, uniquement en semaine. Ah oui, d'accord, donc c'est-à-dire que je prenne un jour de congé pour aller vous ouvrir la porte pour pouvoir me faire relever mon compteur d'eau, de gaz, d'électricité. Bon. On se dit que là, par exemple, l'opérateur va vraiment clairement privilégier ses contraintes par rapport à celles du consommateur, qu'il doit faire avec. Donc probablement, ça aura une fin. Parce qu'effectivement, les réseaux sociaux vont faire que les consommateurs vont partager leurs désillusions, leurs déceptions, et que du coup, ça va forcément mettre la pression sur les marques qui vont devoir réviser leur modèle économique pour tenir compte de ça. Alors, par exemple, j'ai deux exemples qui me viennent, c'est la qualité des connexions GSM dans les TGV. Il y a des trajets qui sont très anciens, et on est toujours aussi peu constant, c'est qu'il y a des coupures depuis des années, alors que c'était pas très compliqué d'installer le nombre d'antennes qui allait bien aux bons endroits pour que ça soit constant de bout en bout et avec un bon débit. Il y a aussi on est dans une société par exemple de plus en plus de célibataires, et on continue de promouvoir dans les grandes surfaces agroalimentaires, des packs familiaux. On ne trouve pas forcément des formats individuels, alors ça commence à se faire de plus en plus, mais on voit bien que c'est sous la contrainte, sous la pression, sous la remarque des clients que les gens évoluent, mais que d'abord, c'était ce qui était plus pratique à fabriquer. Alors, l'autre question qui m'est venue, c'est est-ce qu'une entreprise peut être aussi aimée de ses consommateurs sans être aimée de ses collaborateurs? Si on y réfléchit 2 secondes, c'est parfaitement impossible, parce que notre entreprise, elle est portée par les collaborateurs en direction des consommateurs, et au moment où la roue touche la route, il faut que ça se passe bien et qu'effectivement les relations soient efficaces, et pour qu'elles soient efficaces, il faut que les collaborateurs portent votre message, portent votre culture et compensent les éventuelles difficultés. Donc pour ça, on est tellement convaincu que le collaborateur c'est la voie pour promouvoir l'entreprise, qu'on a contribué avec quelques-uns à créer un label social européen qui a ceci d'original, c'est que ce sont les collaborateurs qui sont les meilleurs juges pour juger la politique sociale de l'entreprise. Ce sont eux, et seulement eux, qui vont l'évaluer et qui votent de manière anonyme, par un vote électronique, et pour dire sur 20 questions, qu'est-ce qu'ils pensent de la politique sociale de l'entreprise. Je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise parmi nous, mais je pense que certains d'entre eux se disent mais quelle drôle d'idée de lancer un truc pareil, alors qu'on est bien tranquille comme on est. L'idée, elle est simple, c'est de dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les collaborateurs, c'est très important de savoir s'ils sont heureux de leur sort, s'il y a un bien-être, s'ils sont prêts à s'engager, s'ils considèrent qu'ils ont les moyens de bien travailler, etc. Et donc là, c'est un mini audit social, fait très rapidement, très peu coûteux, et où on sait à quoi s'en tenir. Et je pense que les chefs d'entreprise, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils préfèrent prévenir que guérir. Et là, voilà un bon moyen de prévenir des risques sociaux plutôt que de les guérir une fois qu'ils se sont déclenchés. Donc c'est quelque chose qui est électronique, donc très peu coûteux, instantané, en 8 jours c'est fait, on sait à quoi s'en tenir, et on est engagé dans un vrai dialogue social. Et je pense que pour être aimé de ses consommateurs, il faut être aimé de ses collaborateurs. Voilà, je vais m'en arrêter là, on pourra continuer à débattre après. Merci Lionel. Alors Jean-Daniel, d'abord comment s'est passé ce salon de livre qui se termine? Il s'est passé sans nous, puisqu'on n'y était pas. On veut bien être tendu entièrement, mais on va quand même gagner quelques sous. Malheureusement, le salon du livre arrive à la fin de son modèle économique, et il y a de moins en moins d'éditeurs indépendants qui y vont, tout simplement parce qu'il ne dure plus que 4 jours, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui estiment que c'est un lieu de rencontre, de professionnels, et parce que finalement, nous, on est là pour publier des livres, pour parler avec des auteurs, pour faire en sorte que la couverture soit maquettée, et non pas pour vendre à l'unité des exemplaires au public. On ne sait pas faire ce métier. On est affreux libraire, épouvantable libraire. On sait un peu éditer des livres, mais alors les vendre à l'unité, on ne sait pas faire. Alors, quand j'ai commencé ce métier il y a 21 ans, on m'a dit si tu aimes le livre, tu dois être au salon du livre. Ben, on n'y est plus. Voilà, donc il faut simplement que... Et tu continues à vendre des bouquins. On continue à vendre des livres, mais on est plus au salon du livre. Peut-être qu'on y reviendra si la formule évolue. Alors, l'entreprise aimée, l'amour avec les bouquins, c'est presque un pléonasme, non?
Écoute, j'ai trouvé cette phrase tellement magnifique, une entreprise doit être aimée, que j'ai eu tout de suite envie de dire non. Une entreprise doit être détestée. Il faut avoir le moins de clients possible, il faut que votre produit soit honni, il faut que vos employés vous détestent. Ça m'a rappelé un des tout premiers livres que j'avais publié il y a 20 ans, qui s'appelait L'anti-manuel de management, sous-titré Comment rater sa carrière et comment s'aborder son entreprise. Donc en fait c'est le genre de question qui est merveilleuse parce qu'on n'a tout de suite pas envie de répondre oui, sinon on tombe très très vite dans le pléonasme. Alors tu as raison de me poser la question, est-ce que dans le domaine des industries culturelles, peut-être que certains d'entre vous en faites partie, et bien dans le domaine du livre, la question se pose, est-ce que la marque est importante? Alors, est-ce que vous, lorsque vous voulez acheter un roman de Catherine Pancol, mettons, vous vous préoccupez de savoir qui la publie? Qui l'a écrit? Qui l'a écrit, c'est Catherine Pancol, mais qui l'a publié? Donc on pourrait dire finalement que la marque en matière de livre est peu importante. Mais là encore, la réponse mérite d'être contrastée parce que supposons que vous alliez à la une librairie évidemment littéraire du quartier latin et que vous cherchiez une très belle nouveauté littéraire. Et bien là, vous risquez plutôt d'être attiré par un livre des éditions de Minuit, ou un livre de stock, ou un livre d'une belle marque littéraire comme Gallimard, plutôt que par une marque que vous ne connaissez pas. Alors là, la marque peut vraiment jouer un rôle. Ce qui fait que j'aurais tendance à dire que dans le domaine du livre, eh bien, la marque, elle a parfois une importance, parfois pas, en fonction de l'attente du consommateur, de l'attente du lecteur. Alors, on arrive donc à cette notion de positionnement de la marque qui vous intéresse tous, c'est-à-dire, êtes-vous haut de gamme, êtes-vous milieu de gamme, êtes-vous entrée de gamme? On aurait tendance à répondre, l'important, peu importe où vous vous situez, l'important est que votre produit soit aimé. Et ça m'a fait penser à un des auteurs qu'on a publié, qui s'appelle Jeffrey Fox, qui est un Américain, qui est considéré comme le gourou mondial du marketing. Et il a dit une phrase qui m'a beaucoup étonné un jour, qu'on a publié dans un livre, il a dit, pour créer une entreprise, il n'est pas besoin d'avoir un produit, il suffit d'avoir un client. Et je trouve que cette phrase mérite d'être méditée, c'est-à-dire que c'est vrai que, en fait, nous sommes capables de vendre à peu près n'importe quoi, mais si on n'a pas de client, il ne faut même pas se lever le matin, on ne peut pas faire quelque chose disons, de durable dans notre métier. Alors, bien entendu, une entreprise doit être aimée, on doit tout faire d'abord pour être fier de soi, faire des bons livres dans notre cas, c'est-à-dire bien les relire, embaucher un préparateur de copie, 2 correcteurs d'épreuves pour que lorsque le consommateur débourse 20 € pour acheter un roman, il n'y ait pas une faute à chaque ligne, ça c'est important. Donc le produit doit être d'abord de qualité. Ensuite, le produit doit être beau. Alors ça c'est difficile dans le livre parce que parfois les livres les plus beaux sont ceux qui sont les plus sobres. La couverture blanche, la collection blanche de Gallimard, elle est extrêmement sobre, elle n'est pas recherchée, et c'est considéré comme très beau. Nous, dans nos différentes marques, nous avons une marque grand public qui est l'Archipel, où nous faisons des couvertures en quadrichromie, mais nous avons aussi une marque littéraire où on publie des essais, des biographies littéraires, et là on est plus sobre parce qu'on s'adresse à un lectorat qui veut de la sobriété. Donc le produit doit être beau, je pense que chacun d'entre vous avait envie d'être fier du produit que vous contribuez à produire ou du service que vous rendez. Et puis, bien entendu, la marque doit être pérenne. Et oui, la marque doit être pérenne, c'est-à-dire que dans nos métiers, la marque s'installe, c'est un travail dans la durée. C'est-à-dire que pour s'imposer, il faut durer, et pour durer, la qualité doit être au rendez-vous. Donc on arrive à une sorte de boucle qui fait qu'un certain nombre de critères doivent être remplis pour qu'on puisse espérer aboutir à une entreprise véritablement aimée. Alors, je voudrais partager avec vous une expérience qu'on a tentée là en novembre dernier. Dans cette période où on parle beaucoup du livre électronique, j'ai dit à mes équipes, voilà, tout le monde ne parle que de livre électronique. Eh bien, nous, on va faire exactement le contraire. On va faire un livre non électronique, vieux, écrit par un auteur célèbre du 19e siècle, et on va faire le livre le plus beau possible pour qu'il soit offert à tous les enfants de France. Et donc on a décidé de créer la bibliothèque du collectionneur, avec l'idée de proposer à un prix modique de 12 ou 14 € les grands chefs-d'œuvre du patrimoine littéraire. Donc on a publié Le Tour du Monde en 80 jours, on a publié Le Fantôme de l'Opéra, on a publié le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, et on s'est dit, tous ces livres sont gratuitement à la disposition de tous ceux qui ont une tablette à la maison, puisque on sait qu'on trouve maintenant les fichiers gratuitement, et bien nous on fait le pari inverse, qu'on va réussir à imposer des livres reliés avec 3 tranches à l'or, tranche-fil, marque-page,
postface inédite, une couverture, une jaquette amovible, enfin vraiment le Et est-ce que ça a marché alors? Et ça a été un échec. Donc, moralité, ne tentez pas le diable, n'allez pas contre la tendance qui nous porte. On a beau avoir des forces, vouloir imposer des choses, il faut aussi tenir compte du temps dans lequel nous sommes. Et peut-être cette collection, la bibliothèque de collectionneurs que nous avons, si nous l'avions lancée il y a 10 ou 20 ans, elle aurait marché. Et là, on a imprimé 6 exemplaires de chaque titre, on en a vendu 1200, ce qui fait que c'est vraiment l'échec, on est en dessous du point mort. Et on va donc chercher à maintenant être le plus présent sur la toile, aussi présent qu'on le pourra. Voilà quelques il y a une promotion à faire ce soir. Une promotion, oui, ils ont un sponsor pour cette collection. Pourtant, j'avais trouvé un slogan formidable. La France forte. Non? La France forte, ça peut être ça, mais surtout, chaque personne qui lit un classique lit un trésor et transmet un trésor à ses amis, à ses enfants, à ses parents. Car nous sommes tous des enfants du patrimoine littéraire. Et bien, ça n'a pas du tout plu. Pourtant, c'est sympa, c'est synthétique. Non, mais c'est dommage. Merci en tout cas, Jean-Daniel. Stéphane, on parle un peu d'aménagement de bureau pour qu'un salarié soit heureux, il être dans les belles conditions, un peu comme ici. Tout à fait. Je représente une entreprise dont le slogan est en France « Travailler comme vous aimez ». C'est plus court que Jean-Daniel. Et dans le monde, il est traduit inversement « Love how you work ». On a pris un peu de contre-pied en France, en fait. Mais finalement, c'est complètement adapté au thème de ce soir. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent Steelcase, c'est le leader mondial de l'aménagement d'espaces tertiaires. Notre métier, c'est de créer des expériences de travail mémorables. Et ça part simplement du postulat que l'espace est un actif stratégique d'une entreprise. L'espace est un outil de performance, au même titre que la technologie dans laquelle vous allez investir, ou les process que vous allez créer, ou encore évidemment les gens que vous allez employer. Donc l'espace est un outil de performance et aussi de bien-être. Le bien-être dans notre domaine aujourd'hui est un thème extrêmement à la mode. Alors je me suis posé pas mal de questions en préparant cette petite allocution. Je ne sais pas si l'entreprise doit être aimée, en tout cas je pense qu'elle peut être aimée. Et que les conséquences pour l'entreprise sont évidemment positives. On parle d'intelligence émotionnelle aujourd'hui, beaucoup plus que d'intelligence cérébrale. Et on se dit que les gens qui sont impliqués dans leur entreprise ont des résultats supérieurs aux autres. Donc Emmanuel en parlait un petit peu tout à l'heure, les collaborateurs doivent absolument se sentir impliqués dans l'entreprise et il doit y avoir une relation avec le travail qui est positive. Donc cette intelligence émotionnelle, elle est partout aujourd'hui. C'est d'ailleurs un petit peu notre métier. L'idée, c'est pour nous de lier les 3 W en anglais. Work, workers et workplace. Donc le travail, les gens qui travaillent et l'espace dans lequel on travaille. Alors ce que je note moi aujourd'hui quand je regarde un petit peu autour de moi, c'est que le registre du verbe aimer a énormément évolué. Et d'ailleurs en venant ce soir, je voyais une publicité pour une banque qui commence par « J'aime ma banque ». Le mot aimer est absolument galvaudé. Pas chez nous évidemment, love how you work. Mais en fait on le trouve partout. J'aime ma banque, j'aime ou j'aime pas sur Facebook, on donne son avis et finalement on utilise ce mot à toutes les sauces. Et c'est très intéressant parce que les générations précédentes qui travaillaient dans nos entreprises, les baby boomers ou les générations X dont je fais partie, n'ont jamais eu cette relation d'amour au travail. Il y a eu toujours une relation de loyauté, une relation de fidélité, je vais même aller jusqu'à dire une relation d'aliénation au travail. Mais jamais une relation d'amour ou dans ce registre-là. Sauf quand on aime absolument son métier, et votre passion semble le prouver.
Mais dans la grande majorité, c'est pas du tout ce registre-là qu'on connaît dans le monde du travail. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des générations Y, ces jeunes qui sont nés après 83, après que Yannick Noah soit devenu chanteur. Ces jeunes des générations Y ont une relation au travail qui est extrêmement différente de la plupart des gens qui sont dans cette salle ce soir. Ils sont extrêmement affectifs, ils ont besoin d'affectifs, ils pensent que leur manager est plus un coach, et même peut-être un parent dans certains cas. Ils ont besoin de ce relationnel, ils font ce qu'ils veulent dans l'entreprise, ils le font aux heures qu'ils veulent. Si vous avez des jeunes dans vos entreprises, vous voyez qu'ils travaillent souvent avec des horaires décalés et avec un casque sur la tête. On n'est pas habitué du tout à ça. Ils ne veulent absolument pas être aliénés au travail. Donc en même temps qu'il y a ce rapport de distance avec le monde du travail chez les jeunes, qui ont la trentaine aujourd'hui, qui veulent vraiment avoir cette distance pour éviter d'être comme leurs parents aliénés au travail. On a à l'inverse, quand l'alchimie se fait positivement, des jeunes qui sont capables de grandes choses, de travailler des heures incroyables, de rendre des dossiers extraordinairement bien faits, et d'avoir cet attachement émotionnel à l'entreprise ou à leur travail dont on avait toujours rêvé pour les autres générations. Donc c'est très paradoxal, parce que si cette alchimie, elle se crée, finalement ces jeunes qui nous disent « Non, mais moi, la relation au travail, à l'entreprise, je veux pouvoir changer de boîte tous les 2 ans, c'est pas... Moi, j'ai autre chose en dehors du travail. » Finalement, quand on arrive à créer les conditions de cette connexion, ils sont capables de grandes choses. Et donc, on est là dans le domaine de l'amour, parce qu'ils vont projeter la même chose que ce qu'on trouve sur Facebook, j'aime pas, et tout ce langage un petit peu usurpé sur l'amour qu'on trouve absolument partout. Donc on voit ça aujourd'hui dans les jeunes générations. Donc moi je voulais juste vous dire que aujourd'hui, oui, le mot aimer est peut-être un peu galvaudé dans la relation au travail, mais c'est clairement une tendance, ce côté affectif, émotionnel, cette intelligence émotionnelle, ce que le Harvard Business Review appelle la psychologie positive. Tout ça est capable de grandes choses dans les entreprises, et si les entrepreneurs ne reconnaissent pas cette force dans leurs employés, dans leurs jeunes générations, et les autres aussi, alors ils passent à côté de quelque chose. Donc les entreprises ont évidemment un intérêt à y répondre, à se rendre compte que ça a un impact. Et je pense que c'est encore plus vrai en France. Il y a des différences culturelles. C'est encore plus vrai en France. Il y a une forme d'attachement à nos entreprises. Voilà, donc étudions les mécanismes de motivation au travail. Évidemment, je prêche pour ma paroisse, je pense que l'espace a un rôle à jouer là-dedans, et qu'on ne peut pas traiter les jeunes générations dans leur espace de travail de la même manière qu'on a pu le faire pour d'autres générations. Voilà, donc oui, une entreprise peut être aimée. Est-ce qu'elle doit être aimée? Certainement. Est-ce que vos espaces ont un rôle à y jouer? Est-ce qu'il faut regarder les différences générationnelles? Absolument. Voilà le message de ce soir. Merci Stéphane. Alors Franck, Club Belgique, c'est Fiesta 24 sur 24, non? C'est pas tout à fait la fiesta, mais notre slogan c'est un corps sain dans un esprit club. Ça veut tout dire. Moi je pense que pour être aimé, pour qu'une société doit être aimée, d'abord elle doit avoir des valeurs. Les valeurs sont importantes, et si on peut voir les 10 plus grandes sociétés au monde ont des valeurs qu'elles affichent, qu'elles font vivre, et c'est important. J'étais la semaine dernière aux États-Unis pour un congrès de finesse à Los Angeles, et les 2 plus grandes
sociétés américaines qu'on parle, c'est Apple et Southwest Airlines. Pourquoi? Parce que Apple, ils se sont posés une seule question. Non pas comment on vend, qu'est-ce qu'on vend, mais pourquoi on le vend. Pourquoi on vend Apple? Et c'est la première question. Et pour Southwest Airlines, qui est là quand même la première compagnie aux États-Unis qui gagne de l'argent depuis le début. Car il faut savoir que toutes les compagnies aériennes américaines ont perdu autant d'argent que leur profit. Et ils se sont posé la même question, pourquoi on doit faire plaisir à nos passagers? Et si vous allez sur Southwest Airlines, que ce soit avant l'embarquement, pendant ou après, les passagers sont vraiment mis à l'honneur et les employés, les salariés sont heureux. D'ailleurs, on n'arrête pas de parler de cette compagnie comme une référence au niveau des compagnies américaines qui ne sont pas les plus hautes au niveau satisfaction. Alors, pour revenir par rapport à l'industrie du sport et du bien-être, pour nous, c'est une évidence que nos clients doivent se reconnaître, doivent aimer l'entreprise, d'abord pour les salariés. On organise très souvent des pots, des management forums où on parle d'eux. C'est important, avant de parler des clients, il faut parler d'eux, un peu de ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'entreprise. Et au niveau de mes clients, tous les 2 mois, je leur pose des questions, je fais un baromètre un peu de satisfaction pour savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et en fonction de ça, on essaye vu que c'est quand même assez facile parce qu'on a 22 clubs à Paris, nous sommes leaders à Paris, bientôt 23, j'en profite pour faire de la publicité à Bastille. À Dijon, rien à Dijon. À Dijon, rien à Dijon. Non, rien à Dijon. On était en province, mais on a fermé, malheureusement. On se concentre sur Paris et on a racheté, parce que Club Med Gym fait partie d'un fonds du groupe 21 depuis maintenant 5 ans. Avant, ça faisait partie du club. Le Club Med est toujours actionnaire. Et avec le fonds, on a racheté l'année dernière le leader du fitness en Suisse, qui s'appelle le groupe Seaway. Voilà. Simplement pour vous dire, une entreprise doit-elle être aimée? La réponse est oui, parce que je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui où les cadences, je veux dire, où le rythme pour les jeunes est quand même assez élevé, où c'est quand même la crise. Alors, ce qui est un peu drôle, c'est aux États-Unis, on voit que les entreprises recrutent, il y a vraiment, comme ils disent, le power. C'est un bain de jouvence, je veux dire, de revenir des États-Unis, on se dit, ça y est, quel pays? On va en France, on entend parler de la crise, on entend parler de jamais un peu des sociétés qui marchent bien et pourquoi elles marchent. Et je crois que dans le pourquoi elle doit être aimée, une société, c'est faire participer ses salariés aussi à son bien-être et aussi au bien-être de ses clients. Alors, nous, on a la chance d'avoir, on fait partie du service. Et dans cette notion de service, ce qui est important, c'est aussi que les clients croient, aiment la boîte et puissent en parler. Et on essaye au quotidien, Club Med Gym, que les clients aiment Club Med Gym, aiment faire du sport, mais c'est pas uniquement que du sport, c'est créer une ambiance, c'est pour ça qu'on a, par exemple, en termes de satisfaction pour les cours, on a 96% de gens qui aiment faire des cours chez nous. Par contre, sur le plateau, on a 87 parce que les clients, ils viennent le midi, le soir, et bien sûr, ils attendent. Et c'est des fois un peu compliqué, malgré les investissements qu'on fait tous les jours, de créer du bonheur quand vous attendez 15-20 minutes pour courir. Voilà, c'est un peu la dualité qu'on a, mais par rapport à la question, je pense qu'il est vraiment c'est important que les clients et que les salariés aiment l'entreprise. D'ailleurs, tu aides les entreprises à les aimer encore plus en installant des fitness dans les boîtes aussi. Oui, on a aussi, alors justement parce que c'est très bien de demander aux salariés par l'informatique, mais c'est mieux de leur donner des facilités où ils vont pouvoir un peu pendant 45 minutes, une heure
faire du sport. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 22 clubs à Paris, mais on a aussi 32 salles dans les entreprises. On est chez Coca-Cola, Danone, Areva, Accor, on a 2 salles, Sanofi, et on continue parce qu'il y a une vraie demande. Aujourd'hui, on le voit depuis 3-4 ans, où les entreprises capitalisent un peu aussi sur le bien-être et offrent un service. Alors ça peut être aussi un réceptionniste qui s'occupe de faire vos courses pendant la journée, ou une crèche, ou le sport. Une crèche, vu au niveau social, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de sociétés de crèches pour les entreprises qui ont fait faillite et qui proposent une salle de fitness le matin, l'après-midi, le soir. Et on a une vraie demande. C'est pour ça que là, on a 5 ou 6 sociétés encore qui ont fait appel à nous pour, dans les 5-6 mois, avoir une salle de fitness, parce que c'est un vrai besoin d'ouvrir, et on voit, pendant qu'on est chez Canal+, leur salle de fitness, alors c'est vrai que c'est Canal+, est ouverte toute la journée, du matin jusqu'au soir, et ils y vont quand ils vont. La nuit, il faut rester au bureau la nuit, ça Voilà, merci Franck. Christian, alors Christian est la casquette de fondateur, de cofondateur, de président de Micropole, et également d'ancien président de Croissance Plus. Est-ce que vraiment c'est le rôle d'une entreprise d'être aimée après tout, de ses clients, des salariés? Est-ce que c'est pas un problème de riche, ça? Bonjour. Moi, c'est le mot aimer qui me laisse un peu dubitatif. Déjà, quand on parlait de Facebook tout à l'heure, Facebook c'est like, c'est pas l'œuvre en tant que tel, donc il y a un problème de traduction évidemment. Alors j'ai essayé comme je suis le dernier, j'ai eu le temps d'écouter ce qui a été dit, j'ai essayé de trouver un autre mot qu'aimer, j'ai pas trouvé quelque chose de terrible. Alors on peut être apprécié, on peut comment dire, être en adhésion, etc. Mais je n'ai pas trouvé le bon mot pour la langue française et riche. Après, la question c'est de dire est-ce qu'il y a un collaborateur, alors juste en 2 mots, Micropole, on est du conseil de services informatiques, donc on est en B2B. Donc moi je ne parlerai pas trop sur la marque en tant que telle, nous on fournit du service aux entreprises, donc on n'est pas trop est-ce que notre marque doit être aimée parce qu'elle n'est pas grand public, c'est plutôt est-ce que nos collaborateurs, je passerai comme le propos qui a été fait sur Steve, est-ce que nos collaborateurs doivent aimer, apprécier, adhérer à l'entreprise, hein, pour bien préciser mon propos. Alors est-ce que les collaborateurs effectivement doivent être en phase avec l'entreprise? Oui, évidemment, c'est complètement indispensable. Nous, on a 1300 collaborateurs, la moyenne d'âge, c'est 29 ans. Il y a 70% ingénieurs, 30% de consultants. Donc, vous voyez, on est dans la génération Y, ou alors entre X et Y, grosso modo. Les collaborateurs sont chez nous pour 3 raisons. La première, il y a le salaire, bien évidemment. La deuxième, il y a Dans l'ordre ou dans le désordre? Non, il n'y a pas d'ordre. Chacun a sa lecture. Ça varie selon l'âge, ça varie selon la situation, ça varie selon dans le temps, mais je pense que tout le monde a ces 3 lectures, donc le salaire, l'intérêt du travail en tant que tel, et puis on va dire l'ambiance de l'entreprise. Voilà. Et à la limite, par contre, on essaie d'éviter quelqu'un qui vient juste pour le salaire, parce que j'appelle ça pour le coup un mercenaire, mais le salaire est une composante indispensable, évidemment, du bien-être de l'entreprise. Donc, si on met de côté le salaire, l'intérêt du travail, nous, on a des gens qui sont, on qualifie ça souvent de geeks, quoi. Effectivement, c'est-à-dire qu'ils aiment globalement les hautes technologies, ils aiment développer des sites de e-commerce. Nous, tout le monde connaît, on a fait par exemple le site du Club Med, voilà, le Club Med global, donc tout le monde y allait au moins une fois, je suppose, pour réserver des vacances. C'est Micropole qui fait tout le site du Club Med, pour vous donner un exemple de ce qu'on fait. Donc ça, l'intérêt du travail, nos collaborateurs l'ont mécaniquement, encore une fois, c'est les gens qui sont passionnés par leur métier. Après, c'est de trouver quelque chose pour qu'ils soient aussi intéressés à s'épanouir et à rentrer chez Micropole et puis à rester chez Micropole. Parce que dans nos sociétés, le gros problématique, c'est d'attirer les talents et puis les conserver. On a la chance d'être sur un marché dans lequel il n'y a pas trop de problèmes de chômage. Tant mieux pour nous sur ce sujet-là. Donc moi, ce sur quoi je travaille finalement le plus, c'est le 3e axe, c'est effectivement de créer une ambiance. Bon. Alors une ambiance, faut surtout pas tomber dans la démagogie, parce qu'on n'est pas là pour se tenir la main en chantant autour du feu, quoi. Une entreprise, ça reste un lieu dans lequel on est là pour travailler, il y a des objectifs professionnels, il y a des affinités, mais il y a des fois moins d'affinités. Enfin, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui ont un intérêt commun, mais faut pas tomber dans la démagogie. Par contre, il faut trouver le bon moyen que les gens se sentent effectivement bien dans leur peau, viennent le matin dans une bonne ambiance et ont envie de continuer à travailler et puis s'entendre avec leurs collègues, etc. Alors on essaie de travailler sur 3 sujets. Il y en a un qui est effectivement communiquer sur ce que fait l'entreprise, je vais revenir sur chacun des points. Il y en a un qui est que les gens communiquent entre eux, et puis après il y a effectivement le lieu de travail. Alors je vais peut-être commencer par celui-là pour
comment dire, faire plaisir à mon deuxième voisin. Et donc, effectivement, a priori, nos matériels de bureau sont du style caisse, donc ça doit jouer beaucoup, je suppose. Et tu achètes l'édition de l'archipel et compagnie, quoi. Ouais, non, demain. Non, mais le lieu de travail, enfin, j'enfonce des portes ouvertes, est un point évidemment très important, mais c'est autant de dire, effectivement, des lieux de détente, des lieux où on peut regarder la télé. Nous, on a un billard, on peut jouer à la Wii, enfin bon, ce qu'on peut classiquement retrouver dans les SST de high-tech. Mais encore une fois, on n'essaie pas de le faire de manière démagogique. Les gens sont là pour travailler, simplement, il faut admettre que, à un moment donné, ils peuvent descendre, ils prennent un café, et puis ils jouent au billard pendant un quart d'heure, 20 minutes, et puis après, ils retournent bosser. Donc il y a une souplesse du travail qui est importante. Donc le lieu de travail, la qualité, pour mieux avoir peut-être 1 ou 2 mètres carrés de plus sur le bureau, mais que les gens se sont bien, retrouvent leur lieu, etc. Le deuxième sujet, c'est la communication de l'entreprise vers ses collaborateurs. Ça, c'est très important. Il faut jouer carte sur table sur qu'est-ce qui va pas, les chiffres de l'entreprise, quand ils sont bons, quand ils sont moins bons, où est-ce qu'on gagne de l'argent, comment se répartit un peu les investissements de l'entreprise. Quand on demande aux gens de faire les pieds au mur, ce qui est en ce moment peut-être un petit peu à nouveau la période, il faut leur expliquer pourquoi on leur demande de faire les pieds au mur, puis de préférence, il faut soi-même faire les pieds au mur, bien sûr. Ça paraît simple, tout ce genre de choses, mais très souvent les collaborateurs ne comprennent pas les décisions qui sont prises. On n'est pas une multinationale, on n'est plus non plus une TPE, 1300, et le lien avec les collaborateurs, on l'a plus directement. Moi, je ne connais plus directement chacun d'entre eux, c'est complètement impossible. Donc, il faut communiquer, et puis l'ensemble des managers adhèrent à ça aussi pour que l'information soit bien relayée, pour que les gens comprennent où va l'entreprise, ce qu'elle veut faire, ses réussites, et puis à un moment donné, ses difficultés. Donc, cette partie communication interne est vraiment très importante. Nous, ça se traduit aussi par des écrans de télé qui sont implantés dans les salles à café ou aux salles d'accueil ou les salles de détente en tant que telles, dans lesquelles on passe autant d'informations sur l'entreprise que sur les gens qui arrivent, que sur la météo, que sur des citations, que sur de l'anglais. Enfin, on transmet de l'information qui est un peu multiple pour que les gens aient, comprennent qu'on est là pour communiquer et être le plus open possible. Et puis le dernier point, c'est d'essayer de créer de la communication entre collègues, c'est-à-dire que les gens aient aussi se créer un peu leur propre centre d'intérêt sans qu'il y ait un lien direct pour le coup avec l'entreprise. Donc ça peut être autant de faire des pots régions, parce qu'on a beaucoup de gens originaires de régions. On a aussi 26 nationalités dans la boîte, donc ça c'est passionnant aussi, c'est très riche. Donc on fait des pots dans lesquels il y a un stand par nationalité, donc c'est très divers, vous avez autant l'Afrique du Nord, l'Asie, la Biélorussie, l'Amérique du Sud, etc. Et puis de favoriser tout ce qui est sport, bien évidemment, de favoriser tout ce qui est, hobby. On met en avant, quand quelqu'un arrive à l'entreprise, eh bien on fait passer son profil, et dans son profil, c'est pas de dire qu'il est bon dans telle technologie, ou qu'il a fait du conseil en finance ou quoi que ce soit, c'est dire qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, etc. Et là, on est en train de finir l'implantation d'un réseau social d'entreprise, d'un RSE. Donc ça, c'est l'intranet 2.0, ce qui veut dire c'est une manière de communiquer avec les gens, pas uniquement, encore une fois, sur les notions de technologie, mais sur des centres d'intérêt tout à fait particuliers. Voilà. Bon, je vais essayer de balayer très largement tout ce qu'on essaie de faire pour dire vraiment une seule chose. Je reviens sur mes 3 points. Le salaire, ok, mais bon, ça, les marges de les entreprises sont ce qu'elles sont. Alors, des boîtes comme Google, par exemple, font des choses extraordinaires, mais Google, ils font 30% ou 40% de marge. À 40% de marge, on peut faire plein de choses. Moi, j'ai pas de problème, je fais aimer tout le monde. C'est facile. Enfin, bravo, je les respecte énormément, mais personnellement, je fais pas 40% de marge, malheureusement. Donc, voilà. Donc, ceci veut dire que la marge de manœuvre sur les salaires, elle est en général compliquée à avoir. Il faut pas se leurrer, c'est toujours un sujet de discussion tendue dans les boîtes. Le côté, intérêt du travail, il est différent selon les métiers, évidemment. Dans le nôtre, il y a encore une fois une attirance. Ceci pour dire, encore une fois, moi je me focalise sur l'ambiance générale de l'entreprise pour que les gens aient un sentiment d'appartenance et de se dire j'arrive à moduler ces 3 points et j'ai envie de rentrer chez Micropole et j'ai envie de rester chez Micropole parce qu'il y a aussi une culture, une manière de vivre qui m'intéresse et qui fait que j'aime cette entreprise. Merci Christian. Alors, on passe aux questions-réponses. Allez-y, ils sont très bons là, tous les 5, un super plateau. Première question, c'est Jacques Lassis qui va leur poser. La seconde, Éric Andrieux qui est derrière. Et la troisième, Egil Staber. Oui, bonsoir, messieurs.
De plus en plus d'entreprises de services passent par des plateaux téléphoniques pour leurs relations clients. Et je ne sais pas si vous avez entendu récemment une publicité de la mutuelle de Poitiers qui bat en brèche un peu ces plateaux téléphoniques. Alors moi, je voudrais savoir comment une entreprise qui externalise et dépersonnalise sa relation client par des plateaux téléphoniques peut quand même être aimée. Alors, Emmanuel, c'est pour toi. Qu'est-ce qui se passe à Dijon? J'ai entendu aussi sur France Inter la superbe publicité de la BFM, ici c'est que BFM. D'accord, sur BFM. Elle était relayée par France Inter, comme d'habitude en province. Et qui disait chez nous, vous ne serez pas traité par une plateforme. Le mot plateforme, en plus, ça a un terme un peu. Ça veut dire call center. Donc, en gros, quand on s'occupe bien de ses clients, c'est qu'on n'a pas de call center. Ce qui est quand même assez spectaculaire, quand même, parce que, à l'origine, les entreprises ont créé des call centers pour mieux s'occuper de leurs clients. C'était un investissement, ça leur coûtait cher, ça leur cassait la tête, il fallait mettre de la technique partout, etc. Et cet investissement-là, il était supposé améliorer les choses. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Cassis, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont prouvé d'ailleurs que le premier facteur de défidélisation en France, c'est le passage par le call center. C'est quand même un monde, c'est que non seulement ça n'a pas une bonne image et que ça dévalorise l'entreprise, mais en plus quand on a le malheur d'y être confronté, ça se passe tellement mal qu'en général on va quitter l'entreprise. En général, c'est le premier facteur. C'est-à-dire que ça marche à tous les coups, il y a quand même des fois on est content, mais globalement, c'est assez surprenant. C'est d'autant plus surprenant que ces call centers, ils ont été créés pour rendre service. Principalement, nous, dans notre métier, on traite à 85%, on reçoit des appels de clients qui ont des difficultés avec un produit, avec un service, qui ne comprennent pas quelque chose, qui sont en panne, qui sont parfois en détresse même, quand il s'agit par exemple d'assurance vie, et quand on a des gens dont le conjoint vient de décéder, des histoires d'assurance vie quand on a 85 ans, on sait qu'on a mis les papiers, etc. Donc on a des gens qui pleurent comme des madeleines, etc. Donc on voit bien que c'est un métier où il y a du stress, où il y a de l'empathie, où il y a... Bon, voilà. Et partant de là, ce qui est un très beau métier, de rendre service et de rendre la vie des gens un peu plus facile, on a réussi à en faire un métier qui a une très mauvaise réputation, où c'est vraiment très dur de travailler dans un call center. Et ça, c'est parce qu'on a cherché à rentabiliser, à optimiser, à améliorer les cadences, à en faire plus avec moins, etc. Le call center, c'est vraiment le symbole de notre société d'aujourd'hui, où partant de quelque chose qui naturellement était quelque chose de tout à fait naturel, qui se plaisait bien, et où les gens avaient du plaisir à le faire, on est passé à quelque chose où on va en mode robot pour essayer d'éviter des textes qui sont ni faits ni à faire, etc. Alors comment est-ce qu'on en arrive à faire autre chose? Eh bien, il faut justement prendre tout ce qui fait qu'un call center ça marche mal, pour en faire finalement assez simplement quelque chose qui marche bien. Il y a une chose très simple, ce qui tue la plupart des call centers, et en particulier ceux de France Télécom que j'ai un peu connus, c'est la pression, c'est les indicateurs, c'est la productivité, c'est le fait d'accélérer, d'aller plus vite, de techniciser les choses, de tailoriser. Il y avait une grande trouvaille, il y a plein de gens qui sont très fiers d'avoir trouvé la poule aux œufs d'or, c'est qu'on a réussi à industrialiser le service. Ça semble être merveilleux, alors qu'en fait, il n'y a rien de plus impossible que d'industrialiser une relation humaine. C'est complètement, c'est une illusion à laquelle tout le monde court et personne ne réussira. C'est matériellement tout simplement impossible. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait dans ce site de Dijon qu'on va ouvrir dans 1 mois et demi? Eh bien, pour rejoindre ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est qu'on va rompre ce qui fait visuellement déjà le call center, c'est-à-dire son uniformité. Tous les postes pareils, avec des petits endroits, limités à 70 cm de large par personne, avec un contrôle permanent de l'activité, avec une pression sur la cadence. On va créer des espaces variés, avec une dizaine de gabarits de mobilier différents, des hauteurs différentes. Et vous avez quelques brochures qui sont sur les sièges, où on voit par exemple qu'on a observé cette génération Y, et on s'aperçoit que... moi j'ai vu mon fils travailler pendant toute sa scolarité dans son lit avec son portable sur les genoux. Moi j'ai jamais travaillé comme ça, mais je constate qu'il a fait ça et qu'il n'est pas le seul à le faire. Donc on a prévu de mettre des fat boys, des gros sacos dans lesquels les jeunes vont s'installer là-dedans, bosser avec des portables sur les genoux. Si c'est comme ça qu'ils aiment travailler, bah finalement moi j'ai aucun inconvénient.
Et ça sera un poste de travail comme un autre. C'est-à-dire qu'on va les forcer à rester 8 heures par jour à leur 5 ans, peut-être qu'ils ont envie de se lever de temps en temps. Mais globalement, ils auront la possibilité d'aller tantôt là, et surtout il y aura la liberté de s'installer quand ils veulent, où ils veulent, à différents postes de travail, ne pas être attachés 8 heures par jour à leur poste. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui, je crois, a vraiment démontré son inefficacité, c'est le contrôle permanent des cadences. Nous, on a décidé d'arrêter de contrôler les cadences. Ça ne sert à rien. Si ça avait dû servir à quelque chose, ça se saurait. Donc on va dire, on va faire confiance aux gens, c'est le maître mot qui, je crois, doit être respecté dans toutes les entreprises. C'est un climat, c'est un rapport de confiance entre l'employeur, le dirigeant, et ses équipes. Si vous faites confiance à vos collaborateurs qui sont dans les call centers, en disant voilà, c'est vous qui savez le mieux comment on gère un entretien téléphonique, une fois que vous avez été bien formé et bien équipé, ben, vous allez le faire comme vous savez le faire, le mieux possible. Et de la même manière qu'on n'est pas par-dessus l'épaule d'un maçon pour voir si à chaque brique il la pose bien, chaque moellon est bien empilé, on sait qu'il sait monter les murs, on le laisse monter son mur, et à la fin on lui donne les directives, on organise simplement le travail. On va faire pareil. On va dire, nos conseillers, ils savent monter les murs, ils sont payés pour ça, on leur fait confiance, ils vont le faire comme il faut. Simplement, on les a bien formés, on leur a donné des bons outils. Et donc, rien que ça change beaucoup de choses. Et donc, on va arrêter de leur mettre la pression, et ils vont faire au mieux à chaque contact. Et ils vont prendre des initiatives, et ça fait partie des choses qui vont faire qu'ils vont se sentir mieux dans cette entreprise. Donc il y a les bons et les mauvais prestataires. Plutôt, Joan Daniel, c'est quoi la sous-traitance au sens large et les call centers en particulier? Il faut, je crois, distinguer deux choses. La notion de call center pour recruter de nouveaux clients a beaucoup vieilli. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dès que j'entends un texte débité au téléphone, j'ai un sentiment de rejet et je leur dis, surtout vous prenez mon nom et vous me rayez à tout jamais de vos listes. En revanche, le call center pour entretenir la relation client, lorsque le bouygues, pour ne pas le nommer, m'appelle en me disant êtes-vous content du service, voulez-vous un nouveau téléphone, voulez-vous recevoir l'iPhone, là je suis content qu'on m'appelle. Donc peut-être distinguer ces deux aspects des choses, recruter des nouveaux clients ou entretenir la relation commerciale. Il y a un troisième point, c'est quand on reçoit les appels. Moi je connais personne qui ait trouvé que le call center était inutile quand il s'agissait de Otis et qu'on était coincé dans l'ascenseur à la veille d'un week-end. On est comme par hasard content que ça réponde. Comme pour trouver un pompier, compagnie. Stéphane, qu'est-ce qu'il en pense de la sous-traitance et les call centers? Ce sont des vilains méchants ou il y a des gens gentils quand même? Non, je pense qu'il y a des gens parfaitement gentils. Je rejoins l'analyse qui vient d'être faite que peut-être surtout dans les métiers B2B, c'est extrêmement difficile d'acquérir de nouveaux clients si le process de vente est un peu complexe à travers un discours débité par le personnel en call center, et que la proximité ne se remplacera jamais. Ensuite, on doit absolument répondre aux besoins de nos clients, faire connaître de nouveaux services, donc évidemment c'est absolument nécessaire. Franck, toi tu utilises les services d'un call center pour vendre tes abonnements à des prix hallucinants là? Oui, alors on a essayé, ça n'a pas été terrible, du coup j'ai demandé au club, après un discours du marketing, de les appeler directement. En général, et les clients ou les prospects? On appelle les deux. Quand il y a un client qui n'est pas venu depuis 4-5 mois... C'est le prof de gym qui fait de la prospection? Voilà. Non, c'est pas le prof de gym, c'est le directeur commercial ou le directeur du club. Et quand il n'est pas venu depuis 5 ou 6 mois, en général, on l'appelle. Alors il y a des clubs qui le font très très bien, donc on a une liste. Puis des clubs font un peu être derrière pour leur dire tiens, t'as pas appelé aujourd'hui, mais on essaye quand même parce qu'on s'est aperçu qu'avec un call center, c'est un peu... la personne ne sait pas à qui elle parle, que quand on l'appelle par son prénom, on lui dit tiens, Jacqueline, t'es pas venue depuis 4-5 mois, la Jacqueline elle est contente qu'on l'appelle et ça lui donne envie de revenir faire du sport. Merci Jacqueline. Alors, Christian, qu'est-ce qu'il en pense? Au-delà des call centers, est-ce que c'est pas la sous-traitance au sens large qui peut être un peu malmenée parfois, Christian? Moi je peux dire ce que la vision qu'on a. Nous par exemple on fait tous les frontaux de Bouygues Télécom. C'est-à-dire qu'il y a aussi les gens clients de Bouygues Télécom ici, vous avez en face de vous, enfin quand vous êtes allé sur internet ou sur un smartphone ou ce que vous voulez, tous les frontaux c'est nous qui les développons. Et là, pour bien comprendre, là, en fait la problématique des opérateurs telco, qui s'est même aggravée ces derniers temps avec l'arrivée de Free, c'est effectivement de diminuer les coûts.
Donc ils essayent de faire maintenant du self-care. C'est-à-dire en fait leur logique c'est d'orienter au maximum nous, les consommateurs en tant que tels, vers d'abord un site internet pour tout ce qui peut être entre guillemets basique, enfin qu'on considère comme basique, de changer un forfait d'1 heure, 2 heures, enfin des choses comme ça. Et puis après de réserver les call centers sur les sujets, comment dire, plus pointus, plus personnalisés en tant que tels, qui sont bien conscients effectivement de l'insatisfaction globale du point. Maintenant, pour les défendre, enfin, entre guillemets, c'est vrai que c'est un vrai problème de coût global. Hein. Donc ils ont soit des sites physiques, des magasins, soit du call center, soit de l'internet. Voilà. Donc ils jouent sur ces trois piliers. Et là, ils sont plutôt en train de renforcer la partie informatique, la partie self-care. Voilà. Eric Andrieux pour la question qui est juste là. Voilà. Faites le temps de trouver une bonne question, Eric. Merci. C'est une question qui concernera peut-être plus Stéphane Lafarge. Je suis assez attaché effectivement au cadre de travail pour faire en sorte que les collaborateurs soient attachés à l'entreprise. Bien évidemment, les autres paramètres, salaire, les considérations et aspects comptent aussi. Qu'en est-il de cette mode qui a eu pour un moment dans les grands cabinets de conseil de faire des espaces partagés où les collaborateurs arrivaient avec un caisson? Est-ce que c'est quelque chose qui a disparu ou on entend? Ça a beaucoup évolué. Les premiers à l'époque, c'était Arthur Andersen. On a même été, pour certains cabinets de conseil, jusqu'à rendre l'espace quelque chose qu'on loue. Quand on est partenaire dans l'entreprise, on loue l'espace que finalement le groupe met à disposition. Donc les concepts ont été très très loin. Finalement, ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'espace de travail, d'abord, il n'y a pas une seule solution. Il y a une solution il y a autant de solutions que de culture d'entreprise. Déjà, c'est pas grand-chose. Ensuite, effectivement, les tendances évoluent. Il y a 10 ans, on parlait de ce que faisait Arthur Andersen. Aujourd'hui, ça ne fonctionnerait plus de la même manière. Justement parce que peut-être le lien émotionnel à l'entreprise est vécu différemment et que de nouvelles générations entrent sur le marché du travail. Donc, moi, ma réponse c'est il y a autant de solutions que de culture d'entreprise. La vérité, c'est qu'il faut comprendre quels sont les objectifs de l'entreprise. Et toi, t'en penses quoi? C'est bien de dire ça, mais très souvent, personnellement, c'est bien ou c'est pas bien? Si ça correspond à ce que souhaite l'entreprise, toi, persuadé, tu es déjà entreprise. Oublie tous tes clients. Là. Tu vas te fâcher 40-50% des Non, je vais répondre. Pour nous, on a des populations nomades qui s'accommodent parfaitement de ce genre de dispositif. Ce qui les intéresse quand ils viennent dans l'entreprise, alors qu'ils sont nomades le reste du temps, c'est la relation sociale et la collaboration avec les gens qui, eux, ne sont pas nomades, ou d'autres nomades, qui sont là au même moment. Donc, finalement, ce qui les intéresse, c'est de trouver les équipements qu'il faut, les salles de réunion qui vont bien, la technologie, voilà, et avoir cette connexion. Pour d'autres, il y a des populations qui ne sont pas nomades, et ces gens-là, il faut leur fournir des solutions qui vont permettre leur travail toute la semaine. Donc voilà, je crois qu'il faut s'intéresser d'abord à qui sont les gens, ce qu'ils font, quelle est la culture d'entreprise, et à ce moment-là, on développe une solution. Dans l'émission, Jean-Daniel, vous êtes nomade, vous? C'est une grande open space? Alors, des bouquins partout? La question se pose, puisque le télétravail est particulièrement utile dans l'édition. Il y a beaucoup de correcteurs d'épreuves, de préparateurs de copies qui habitent à 300 km, et puis grâce à la magie d'Internet, on reçoit des épreuves corrigées par le scan. Alors dans la maison d'édition, l'important, la première règle, c'est le silence et la capacité que chacun a de se concentrer. D'où la nécessité d'être dans des petites structures, des bureaux de 1 personne, 3 personnes, 4 personnes. Donc pas d'open space. Donc pas d'open space, parce que ça serait antinomique avec le besoin de vous mettre à disposition des livres sans coquilles, sans erreur. Il faut vraiment être capable d'offrir le meilleur livre possible. D'accord. Et toi, Clément, Franck, avec ta casquette de pro des ressources humaines aussi? On a déménagé récemment et l'open space, c'est la machine à café. Autrement, tout le monde a... Chacun son petit bureau. Voilà, un petit bureau. Ils sont des fois entre 1 et 3, mais voilà. Entre 1 et 700 dans 12 mètres carrés. Et Christian? Ah non, on est très très open space. Il y a très peu de bureaux fermés.
Le tien est ouvert, non? Non, il ferme, il ne faut pas dire parce que je le ferme le soir. Après, il ne faut pas tomber dans la démagogie là-dessus. Moi, j'ai bien connu les cabinets de conseil, j'ai commencé ma carrière dans les cabinets de conseil, les associés qui avaient des bureaux mouvements, etc., ça a duré un mois. Après, ils avaient chacun leur bureau parce que c'est quand même pas très pratique. Non, ceci dit, encore une fois, nous, on est très open space parce qu'on considère que, Dieu sait si les gens ont besoin de se concentrer, mais la capacité d'échange avec d'autres est supérieure à la capacité de concentration. C'est-à-dire qu'ils ont, quand on conçoit un programme informatique, très souvent, c'est des problématiques avec lesquelles on a besoin d'échanger. Et le fait d'être en open space amène un dialogue meilleur. Ça a des problématiques, effectivement, de concentration, parce qu'il y a toujours un qui parle plus fort que l'autre. Enfin, bon, ça, c'est qui éternue ou quoi que ce soit, ou qui passe plus de temps au téléphone, mais globalement ça se régule, et vraiment l'open space, à partir du moment où il n'est pas à boîte à sardines, il faut quand même qu'il y ait une place significative, puis très aérée, et puis enfin, avec des plantes, enfin, des choses sympathiques. En tout cas, dans notre métier à nous, c'est vraiment la meilleure des solutions. Allez, Eric, et peut-être Jean Legault après ce temps. Bonsoir. J'aimerais revenir sur la génération Y, et j'aimerais savoir de votre expérience si vous pensez que la rémunération, tout ce qui est incentive, a plus ou moins d'importance pour la génération Y que pour les générations précédentes. Alors, moi, je veux dire, on parle un peu d'argent. Mais la génération Y, aujourd'hui, elle a 24-25 ans, quoi, disons, enfin, ou entre 26-27, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que l'aspect salaire est pas toujours le primordial en tant que tel, c'est-à-dire qu'ils sont effectivement très sensibles à l'ambiance de l'entreprise, à est-ce qu'il y a des copains qui y sont, est-ce que ça a l'air sympa globalement, etc. Bon. Puis après, il y en a qui sont un peu plus vieux, bah, ils se marient, ils commencent à avoir des enfants, et là le salaire ça devient plus important, vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, il y a des choses différentes dans cette génération, parce qu'ils sont natifs sur des produits de communication que sont l'email, les réseaux sociaux, etc. Après, le fait du dégagement par rapport au salaire, voilà, on n'a pas les mêmes contraintes de salaire quand on a 35 ans, 3 enfants, 24 célibataires, donc à un moment donné, ça revient quand même. C'est pas non plus des généreux bienfaiteurs qui ne s'occupent que de donations, etc. Faut pas exagérer. Emmanuel? En fait, dans notre métier, on a beaucoup de jeunes. Donc, est-ce qu'il suffit d'être jeune pour être de la génération Y? Ça, c'est pas évident. Dans la génération Y, il y a quand même une espèce de culture 2.0, manipulation d'outils techniques, etc. Et c'est pas parce qu'on est jeune qu'on a suffisamment d'argent pour s'offrir ce genre d'outils. Donc, c'est pas forcément équivalent. Ensuite, nous, on est dans un métier où il y a une grosse pression sur les prix, et ce qui fait qu'on a des populations de gens qui n'ont pas des gros salaires. Et je pense que quand on a des salaires peu élevés, la rémunération est un facteur très décisif. Quand on est plus à l'aise, tout d'un coup, les autres facteurs non monétaires prennent davantage d'importance. Donc, ça, je suis pas sûr que ça ait beaucoup changé. Je pense que ça fait longtemps que c'est comme ça. Et c'est vrai que quand l'essentiel est assuré, on devient plus sensible aux différences de ce qui va être la reconnaissance, ce qui est un point très important. C'est l'autonomie, le sens dans le travail, avoir l'impression de faire quelque chose d'utile, non seulement à soi-même, à son entreprise, mais aussi à la collectivité. Et puis le fait d'avoir une certaine éthique et des valeurs qui soient partagées, de se sentir bien dedans. Et après, on a, à travers les audits qu'on a menés, nous en interne, depuis quelques temps, en partenariat avec des laboratoires de recherche en sciences sociales, on a mis en évidence que le point clé, c'est le collectif de travail. On s'aperçoit que les gens sont capables de supporter pas mal de vicissitudes pour que le collectif soit très solide, qu'il y ait une vraie entente entre les gens. Et alors, c'est pas forcément les 2000 personnes, c'est les 15 ou 20 qui sont autour de vous, avec lesquels vous êtes en train d'échanger tous les jours, et ça fait que vous avez du plaisir à venir travailler ou moins de plaisir à venir travailler. Donc ça, c'est le point de vue. Jean-Daniel, l'édition, c'est pour l'argent ou pour la passion? Ah, écoute, la génération Y est très importante dans l'édition, puisque 20% des collaborateurs ont moins de 22 ans. Donc sur 16 personnes, il y a 3 contrats en alternance. Et ces 3 contrats en alternance sont très importants, parce qu'ils nous ont fait prendre un coup de vieux épouvantable. Ils nous ont fait prendre pour les titres de page au côté de la plaque, notamment pour les lancements de livres. Aujourd'hui, on ne lance plus un livre comme il y a 20 ans, on lance un livre sur Internet, on fait du buzz, on s'interroge sur sa page Facebook, sur son compte Twitter, et ils nous ont dit qu'effectivement, nous qui voulions passer la publicité dans Le Point ou l'Express, nous qui souhaitions encore faire de la radio... Ils ont des sites Internet, ils ont des sites aussi. Voilà, et bien,
grâce à ce 109, eh bien, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout à la page. Mais pour revenir sur la notion de rémunération variable, c'est un choix qu'on peut faire effectivement de créer un incentive dans certains métiers. Nous, on s'est dit qu'on a tellement de chances de travailler dans l'édition qu'il n'y aura pas aucune prime pour personne. En revanche, on a créé un système d'augmentation systématique au 1er janvier, ce qui permet d'un peu de contrebalancer. Combien? Alors, cette année, 1,5%. 1,5%. Ah oui, c'est pas ça. Ticket, l'argent, la bourse des commerciaux, tout ça, c'est important. Bien sûr que c'est important. Beaucoup de choses ont été dites sur la rémunération et l'approche des générations Y dans ce domaine. La vraie différence qu'on voit, c'est ce que les générations Y considèrent comme statutaire. Et comme Emmanuel l'a dit, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du sens donné au travail, ce qui est statutaire, c'est plutôt important pour la génération Y, c'est l'indépendance dans le travail, c'est d'avoir les outils, le smartphone, plutôt que un bureau fermé à clé, enfin ces choses-là ont énormément évolué. Donc oui, il faut que la rémunération soit à la hauteur du travail rendu. Après, il y a des vraies différences d'attente qui ne sont pas forcément celles qu'on voyait, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Le salaire d'embauche, chez Stilkes, c'est combien pour un commercial, par exemple? Beaucoup à la commission. D'accord. 2500 € brut et commission. Et commission. Clément, ça paye bien? Ça paye comme ça paye. Et ça, il est pas gêné quand on parle d'argent, il n'y a pas de honte. Est-ce que tu es au-dessus ou au-dessous du SPIC alors? Tout ça va être difficile. Mais il faut savoir que nous, sur les 350 conseillers sportifs, on est 3 payés. On est le seul pays européen où ils font un diplôme d'État. Alors déjà, ils le font par passion. Alors, après, avec l'âge... Donc, des rapports sur la vie aussi. Non, mais ils le font par passion, où ils changent de carrière et à un moment donné, ils ont toujours rêvé d'être dans le sport. Moi, je dirais, bien sûr que ça compte. Un jeune qui a 25, 26 ans, l'argent, c'est important. S'il veut s'acheter le dernier iPad, il faut qu'il gagne de l'argent. Mais au niveau de Club Med Gym, au niveau du siège que j'ai remarqué, on a un petit siège, on est une cinquantaine. Les jeunes qui viennent nous voir, ce sont des jeunes qui ont des diplômes, et après 2-3 ans, c'est la surenchère. Voilà, ils viennent voir la DRH en disant voilà, est-ce que je peux avoir 200 € par mois de plus? Vraiment, j'irai ailleurs. À quel euro, c'est comme ça? Oui, je pense que la nouvelle... D'ailleurs, c'est où d'ailleurs? Parce qu'il n'y a que toi là, sur le marché. Oui, il n'y a que moi, mais ils peuvent aller chez Adidas, chez Nike, chez d'autres sociétés qui font du sport beaucoup plus grand. C'est vrai que la concurrence est importante. Mais avant tout, on rentre chez Club Med Gym par passion parce qu'on a envie de faire du sport, de rencontrer les clients. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau ça. Christian, salaire d'embauche, c'est combien dans ton métier au sens large, je veux dire. Moi, je voulais avancer sur le côté génération Y. Donc, le salaire d'embauche, nous, c'est entre 33 000 et 35 000 €. D'accord. Net, bien sûr. Non. Mais ils ont en plus cette semaine et demie de congé, et ça, c'est un gros différentiel. Donc, sur la génération Y, ce qui est amusant, c'est que ils ont moins la notion de concurrence. On a très souvent des jeunes qui, en fait, quand ils ont un problème, chat avec leur copain de promo qui est le concurrent qui est en face. C'est ça déjà un point amusant. Deuxième chose, ça inverse un peu les points parce que aujourd'hui, nous, Micropole, on intervient aussi sur des projets donc, de RSE, de mise en place de solutions sur iPad, sur Facebook, etc. Et là, c'est le jeune qui vient d'arriver qui explique au chef de projet que ça serait pas mal de faire telle ou telle manière. Donc, c'est ce que disait mon voisin à côté. Il y a une inversion, on est dans un monde où là, aujourd'hui, c'est les jeunes qui apprennent aux vieux. C'est moi qui apprends l'informatique à mon beau-père, j'aime beaucoup accessoirement parlant. Mais voilà, donc là, c'est les jeunes, ou c'est mes enfants, mes fils qui m'apprennent des fois des sujets sur Facebook. Et puis le troisième point aussi qui bouge beaucoup dans les entreprises en ce moment, c'est le buy your own device, c'est-à-dire que les gens ne veulent plus travailler avec le PC de l'entreprise parce qu'ils trouvent ça ringard, et ils viennent avec leur smartphone, qui est un Apple, un Samsung, que vous voulez, et puis, ou alors ils viennent avec, pourquoi pas, un portable, une tablette, etc. Donc ça, c'est une vraie problématique aussi à gérer, mais en même temps,
il faut s'y adapter parce que ça veut dire que tous les outils de communication qui, globalement, PC, etc., qui autrefois étaient quand même des outils chers, traités de manière, là aujourd'hui c'est des choses qu'on se balade et puis on travaille un peu sur tous les terminaux. Voilà. Donc les entreprises vont devoir s'adapter à ce genre de comportement. Allez, dernière question aujourd'hui, avec des réponses courtes. Une bonne question pour finir, hein, bien. Bonsoir à tous. Je ne voudrais pas vous décevoir quand même. Non, je fais d'abord un constat parce que on voit qu'on a affaire à un panel de chefs d'entreprise. Donc il y a quand même une base rationnelle sérieuse, des valeurs. Bon, ça c'est tout à fait intéressant. Et puis on agrémente ça parce que il faut tenir compte des aspirations des clients, des aspirations des collaborateurs. Donc on met quelques pots de fleurs un petit peu. Mais on revient toujours à la base rationnelle. D'ailleurs, quand on aborde la question des rémunérations, on revient sur des... Je n'ai pas noté que le marché était complètement différent de ce que vous faisiez. J'ai quand même une question à vous poser, c'est est-ce que vous faites vous-même des enquêtes de satisfaction pour savoir auprès de vos clients comment vous étiez perçu et comment ça se passait? Et une fois que vous recevez les résultats, comment vous le traduisez? Qu'est-ce que vous en faites? Ah maintenant, okay, on va faire dans l'ordre, puis on terminera par Emmanuel. Christian, est-ce que tu interroges des clients ou tu te dis quand ils ne payent pas la facture, déjà j'ai compris? Non. On pourrait parler des délais de paiement interentreprises qui se dégradent en ce moment sur toute la place des grands groupes. Enfin, de toute façon, je ne sais pas s'il y a des grands groupes dans la salle, je ne vais pas le faire de... Oui, on fait ça, bien sûr. On essaye de... Alors, on a fait il y a 3 ans une enquête un peu systématique. Là, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait de manière systématique parce que c'est pas si simple, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose auquel on est très attentif, effectivement, de retourner voir nos clients, de comprendre comment ils ont perçu le projet qu'on a mené, comment ça s'est déroulé, quels étaient les points forts, les points faibles. Maintenant, nous, on est plutôt sur des projets qui, à chaque fois, sont assez importants, de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros. Donc, de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on systématise, c'est pas des appels téléphoniques, c'est vraiment un rendez-vous spécifique, on essaie d'approfondir les choses. C'est complètement indispensable si vous voulez être dans la durée, faire de la fidélisation client, etc. Et après, c'est quelque chose surtout auquel on associe les collaborateurs. C'est-à-dire que nous, le mot d'ordre interne, c'est esprit de service, esprit d'équipe. C'est vraiment de dire, pour être dans une boîte comme la nôtre, vous devez, vous, collaborateurs, aimer faire du service. Je prends le mot aimer directement, c'est avoir envie que le client soit content. Voilà. Donc ça doit être dans vos gènes, quelque part, ça doit faire partie de votre attitude professionnelle. Et puis vous devez avoir un esprit d'équipe, parce que personne ne détient la vérité, il faut toujours travailler à plusieurs, à échanger les expériences. Donc par rapport à ça, le travail de fidélisation client, je passe surtout les aspects marketing, soirée client, etc. Mais le problème d'aller voir le client en manière détaillée, de comprendre ce qu'il veut, ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché, bien sûr, est primordial pour vous. Toi, Franck, la sanction, c'est au bout de 12 mois. Est-ce que oui ou non, les gens renouvellent l'abonnement, quoi? Ça, c'est un élément fondamental. On fait régulièrement des enquêtes de satisfaction et une fois que je les ai, je passe pas mal de temps pour les lire, pour redescendre l'information et une fois tous les 2 mois, on passe 3 heures avec le comité exécutif pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer club par club. Club par club. Et le directeur des opérations est chargé d'appliquer un peu les décisions qu'on a prises. Et vu que je passe quand même 2 jours par semaine sur le terrain, je vois exactement si ça a été appliqué. Et ton taux de renouvellement de fidélité, je ne sais pas s'il est public. Le taux de renouvellement est de 62%. 62%, d'accord. Et en Suisse? En Suisse, il est de 67, mais il faut savoir qu'à Paris, ça bouge beaucoup plus. Nous, on a une clientèle, la moyenne d'âge, c'est 36 ans pour les femmes et 38 ans pour les hommes, et ça bouge pas mal. Il y a 15-20% qui déménagent chaque année. D'accord. Stéphane, la satisfaction client, c'est important pour cette caisse ou tu t'en fous? Non, on s'y intéresse. Mais de la même manière que ce qui a été dit avant, dans notre domaine B2B, on est plus dans le dialogue avec le client. D'ailleurs, surtout aussi quand ça se passe mal, on essaye de comprendre pourquoi, on essaye si on perd un projet, de comprendre ce qu'on n'a pas ressenti ou perçu dans les attentes. Donc on fait ça régulièrement, ça se situe à tous les niveaux de la hiérarchie dans l'entreprise. Tout le monde est impliqué dans ce genre d'initiative. On interroge aussi beaucoup nos collaborateurs, donc aussi en interne régulièrement, tous les 2 ans à peu près, une étude sur la satisfaction et l'attachement
de nos collaborateurs à travers le monde à l'entreprise. Ça te fait combien de temps? Parce que Franck, c'est la sanction est immédiate, hein, c'est tous les 12 mois. Et toi, Stéphane, le matériel que tu vas vendre de haute qualité, il dure combien de temps? Peut durer très longtemps. Un problème. On travaille sur un projet actuellement d'une grande entreprise à l'extérieur de Paris qui n'avait pas changé son mobilier depuis 8 ans. Donc voilà, et on renouvelle. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, Daniel, les clients? Nous publions 200 nouveaux livres chaque année. 200. Inutile de vous dire qu'on ne fait pas une étude de marché pour savoir si on va publier un livre. On pratique plutôt un marketing qu'on appelle le marketing nasal, c'est-à-dire qu'on prend le manuscrit, on le lève à hauteur de nez. S'il sent bon, on le publie. S'il sent pas bon, on ne publie pas. C'est-à-dire on peut appeler ça aussi le marketing du doigt mouillé, c'est-à-dire je le sens, je ne le sens pas. Ah, mais ça veut dire que chaque année, sur 2 ans, il y a combien de best-sellers? Parce que bon, tu as eu l'humilité de m'expliquer que tu peux te planter. Bravo. Est-ce qu'il y a quand même des autres qui marchent? Justement, on va faire une quête pour toi. En compte d'exploitation, on peut dire qu'un tiers des livres perdent de l'argent en compte d'exploitation, si on compte que le coût de fabrication. Et si on ajoute les frais généraux de l'entreprise, 2 tiers des livres perdent de l'argent chaque année. D'accord. Et les best-sellers, c'est ceux qui te font vivre? C'est le tiers qui reste. Il faut un tiers rapporte plus que les frais généraux de l'entreprise. Et il faut que ça rapporte beaucoup. Et c'est combien d'exemplaires, juste pour comprendre? Alors, c'est difficile de donner un chiffre, parce qu'un livre qui se vend à 2500 peut être un triomphe, et un livre qui se vend à 20 000 peut être un échec. Tout dépend de la valeur d'accès à l'auteur. Toi, tu es extrêmement cher, donc tu n'es pas accessible. Mais on peut aussi encourager un jeune auteur de premier roman, et puis en se disant, on a vendu 2500 exemplaires d'un auteur complètement inconnu, on a bien fait notre travail. Merci Lionel, un petit commentaire avec la synthèse et la conclusion. Nous en fait c'est un peu l'inverse. Nos clients, on n'a pas besoin de leur demander ce qu'ils pensent, ils nous le disent tous les mois. Et donc à la limite on préférait qu'ils nous le disent même moins souvent. En fait on est même payé en fonction de ce qu'ils pensent, donc c'est encore plus désagréable. C'est un peu un excès de ce métier, c'est que justement il est extrêmement quantitatif. Et donc, il faut remplir des objectifs, des cadences. Et donc, en fait, à force d'avoir quantifié, on a perdu la substance et le qualitatif. C'est un vrai drame. C'est ce qui fait que tout un chacun, quand on est confronté à un centre d'appel, on a l'impression que c'est comme à l'usine. C'est comme à l'usine. Et du coup, ça perd un peu de son sel et du plaisir qu'on a. Voilà. Pour revenir un petit peu sur un sujet, j'aimerais partager avec vous sur le sujet qui est le fait d'aimer ou non une entreprise de la part des consommateurs, ce qui permet ou non de se développer, de vivre, de facturer. Donc c'est quand même c'est très important. Ce qu'on a vu assez largement dans cette soirée, qu'en partant du sujet des consommateurs qui aiment ou qui n'aiment pas la marque, on a vite débordé, on est arrivé sur est-ce que les collaborateurs aiment la marque, est-ce que c'est important et comment on fait, comment on les traite, etc. C'est pas par hasard, je crois que c'est dans l'air du temps. On a tous été assez traumatisés par les histoires de suicide chez France Télécom, chez Renault, etc. Et on a beaucoup parlé des risques psychosociaux, du mal-être au travail, etc. C'est vraiment une préoccupation maintenant dans les entreprises. Et puis la crise est là, et on a d'autant plus besoin de l'engagement des collaborateurs. Mais pour autant, il ne faut pas oublier les recettes qui font qu'une entreprise fonctionne. Il y a les collaborateurs, on l'a vu, il y a les clients. Et juste, je voudrais vous donner quelques chiffres. Et c'est une étude qui a été publiée par Lippincott en 2010 et j'ai trouvé en recherchant sur le blog de Denis Bonan. Il y a 60% des consommateurs qui déclarent avoir recommandé une marque en particulier à quelqu'un. 60% en 2010. Mais surtout, il y en a 53% qui ont conseillé à quelqu'un de ne pas acheter une marque. 53% en 2010. Et il y en a 30% qui ont écrit sur Internet un témoignage pour réclamer contre une marque en 2010. Quand on connaît le développement exponentiel des réseaux sociaux, on peut se dire que ce chiffre-là, c'est peut-être 40, 45, peut-être 50% de consommateurs qui expriment leur mécontentement publiquement sur des blogs, sur des forums, sur Facebook, etc. Ça change tout. Ça change tout. On n'est plus dans une relation où le marketing était one-to-many et la réclamation en one-to-one dans un petit coin en disant « je ne peux rien pour toi, t'avais qu'à te payer, t'avais qu'à lire mes conditions générales écrites en tout petit ». C'est fini ça. À partir de maintenant, le consommateur devient collectif
c'est ce qu'on appelle le community management. Les communautés se constituent hyper rapidement. L'entreprise s'adresse à des communautés de consommateurs qu'il crée, qu'il génère, dans ce cas il a un peu l'initiative. Ces communautés de consommateurs de la marque A ou B, elles existent, cette communauté, parce que la marque existe. Mais à partir du moment où la marque existe, cette communauté se crée et elle va devenir un contre-pouvoir de plus en plus puissant par rapport à l'entreprise. Donc c'est très important de tenir compte de ça. Alors la bonne nouvelle, c'est que dans cette étude que je vous recommande, il y a des entreprises qui ont parfaitement réussi à se faire aimer. C'est ce qu'on appelle les entreprises de légende. Il y en a quelques-unes. Il y a Sony, il y a Google, il y a Apple, il y a Yves Rocher, il y a Club Med, il y a Maïf, Leclerc, Danone et Nestlé, etc., dans différents domaines. Et on est tous, instantanément, on se dit, bah oui, bien sûr, on aime bien Danone, on aime bien Nestlé, on aime bien Club Med. C'est des images très positives qui ne sont pas là par hasard sur ce palmarès. Il faut savoir que, comme des fois il y a une justice, ce sont les entreprises qui ont le mieux réussi. Et dans ces entreprises de légende, elles surperforment aussi bien sur la croissance de leur chiffre d'affaires que sur leur capitalisation boursière. Ça veut dire qu'en fait, réussir à se faire aimer de ses consommateurs, c'est non seulement bien, mais en même temps, c'est utile et efficace. Voilà, je crois que ça peut être ma conclusion. Merci. Avant de les applaudir, on va passer dans le salon qui est au deuxième étage pour la deuxième partie de la soirée. On va partir déguster quelques bons champagnes de Vaux, cognac, Hubert de Polignac, et puis grand vin du Beaujolais de Bourgogne, un très joli plateau. Et on se retrouve à 19h50 pour accueillir nos prochains invités. Pierre-Étienne de Lancereau, qui est patron du magazine Décideur Magazine. Jacques Richer, qui est ici présent, le président de l'Alliance France, et avec Audouin, qui est aussi présent, le directeur général avec Express Voyage d'affaires. Maintenant, si vous avez trouvé exceptionnelles les 5 interventions moins convenables, on peut les applaudir. Allez, une petite photo.